Mon mari a baissé les bras et nous a abandonnés parce qu'il voulait des enfants normaux. Et maintenant, il réclame la garde, sous prétexte qu'il découvre qu'Oliver est un génie. Quand Oliver avait 2 ans, il ne disait toujours pas un mot. Il fuyait le regard, passait des heures à ranger ses petites voitures par couleurs et tailles. La pédiatre avait alors suggéré qu'on consulte un spécialiste. C'est à partir de ce moment-là que Keith a commencé à se détacher. Il était là lors de l'annonce du diagnostic d'autisme, les bras croisés, l'air buté, hochant la tête avec cette mine fermée qu'il avait quand il réfléchissait trop. Sur le parking, il m'a lancé que ce n'était pas possible, qu'il n'y avait rien de tout ça dans sa famille, que les enfants de son frère étaient parfaits, que ses cousins étaient comme il fallait, donc ça ne pouvait venir que de moi. Ou alors, a-t-il insinué, Oliver n'était même pas son fils. Je lui ai mis sous le nez le test de paternité, celui qu'il avait exigé 6 mois plus tôt parce qu'Oliver avait les yeux noisettes, alors que nous les avions marrons. Oliver était bien son fils. Keith a rétorqué que ce test ne valait rien, ou alors que j'avais dû faire une bêtise pendant la grossesse, prendre quelque chose, faire quelque chose, que quelque chose clochait chez notre bébé. Ce soir-là, il a posé ses affaires dans la chambre d'amis. 3 semaines plus tard, il avait disparu. Il a laissé un mot où il écrit qu'il refusait de voir sa famille souillée, qu'il voulait des enfants normaux, que je devrais trouver le vrai père d'Oliver pour payer les écoles spécialisées dont il aurait besoin. 1 mois après, les papiers du divorce sont tombés. Il renonçait à tout, ne voulait pas de droit de visite, ne souhaitait aucune nouvelle, ne voulait même pas qu'on associe son nom à Oliver. Il a raconté à sa famille qu'Oliver était lourdement handicapé, condamné à une vie en marge, à ses collègues que j'avais peut-être bu pendant ma grossesse. À tous ceux qui posèrent la question, il expliquait qu'il valait mieux tout effacer. 2 ans plus tard, il a épousé Bethany. Ils ont eu des jumeaux dont il n'a cessé d'inonder les réseaux. Regardez-les jouer au ballon. Écoutez-les dire « Papa, voilà mes vrais enfants, parfaitement normaux ». Pendant ce temps, Oliver et moi, on s'est organisés. 3 séances d'orthophonie par semaine, 2 séances d'ergothérapie, une maternelle adaptée. Je prenais des gardes de nuit à l'hôpital pour être là à chaque rendez-vous du jour. On vivait de sandwichs au beurre de cacahuètes, d'un peu tout ce qu'on trouvait en promo, mais Oliver éblouissait tout le monde. À 4 ans, il dévorait les romans jeunesse. À 5, il jonglait avec les multiplications. À 6, il jouait du piano, en écoutant juste une fois un morceau. L'autisme n'était pas un handicap, juste la façon extraordinaire dont son cerveau fonctionnait. Il remarquait des motifs que les autres ignoraient, retenait tout, résolvait de tête des problèmes complexes. À l'école, les profs ont parlé de haut potentiel, de surdouance, de petits prodiges. À 8 ans, Oliver est entré dans un programme pour enfants exceptionnel. Il a gagné le concours scientifique régional avec un exposé brillant sur les motifs mathématiques dans la nature et a décroché un stage d'été à l'université. Il se passionnait déjà pour le calcul différentiel, les maths classiques ne l'intéressaient même plus. Quand le journal local lui a consacré un article, Keith, pour la première fois en 6 ans, a repris contact. Il avait vu l'article et voulait soi-disant comprendre pourquoi je ne l'avais pas tenu au courant des progrès d'Oliver. Il trouvait légitime d'être informé des succès de son fils. Je lui ai rappelé qu'il avait officiellement renoncé à ce droit. Il a raccroché, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est mis à venir au concours d'Oliver, s'installant discrètement au fond de la salle, mitraillant de photos. Le jour où Oliver décroche le titre national à son championnat de maths, Keith se pavane en costume, expliquant aux autres parents qu'il était le père du petit prodige. J'ai toujours su qu'Oliver était spécial. Je l'ai toujours soutenu, je suis tellement fière de lui. Oliver ne savait même pas qui c'était. Il le surnommait l'homme étrange qui le fixait. La semaine dernière, Oliver a été accepté dans une prestigieuse école pour enfants à haut potentiel, avec bourse intégrale, passage dans la presse locale et interview à la télé. Tout le monde voulait raconter l'histoire du petit prodige autiste. Keith a débarqué chez nous flanqué de Bethany et des jumeaux. Il décrétait qu'il était temps qu'Oliver rencontre ses frères, qu'on formait une famille, qu'il voulait prendre part à l'avenir d'Oliver, qu'avec lui, il aurait accès aux meilleurs professeurs, à des contacts dans le monde académique, à tout ce que, paraît-il, je ne pourrais jamais lui offrir. Il a osé prétendre que si Oliver était si doué, c'était grâce à lui, à ses gènes, à la qualité exceptionnelle de sa propre lignée. Bethany hochait la tête, comme si elle n'avait jamais appris qu'il nous avait abandonnés, comme s'il n'avait jamais traité notre fils de contaminé. Les jumeaux, eux, perdus, ne comprenaient pas pourquoi on les avait emmenés dans une maison inconnue. Oliver, concentré sur ses devoirs, était dans sa chambre. J'ai demandé à Keith d'attendre dehors. Puis je suis allée chercher mon classeur où j'avais gardé 6 ans de papier. La renonciation, bien en vue, rangée là depuis 7 ans. J'ai sorti le dossier et j'ai étalé chaque document en ordre sur la table de la cuisine. Sa signature sur la renonciation totale de ses droits parentaux, le fameux test de paternité, les factures impayées des thérapies d'Oliver, tamponnées en rouge, le mot qu'il m'avait laissé, son écriture de toujours, nette, droite, indélébile avec ses mots qui claquent, lignées contaminées, enfants normaux. J'ai tout classé dans l'ordre. Diagnostic,
tests de paternité, le mot, la renonciation, puis les années de factures et les pensions non payées. Je me sentais d'un calme absolu. Ce n'était que la vérité, factuelle, le miroir exact de ce qui s'était passé, de qui Keith était vraiment. J'ai rangé les papiers, suis sortie vers la porte. Keith poireautait sur le seuil, croisant les bras exactement comme autrefois. Bethany et les jumeaux sur les marches. Ce même regard de haut, comme s'il me faisait une immense faveur en étant là, comme si je devais le remercier qu'il daigne aujourd'hui reconnaître Oliver. J'ai ouvert la porte sans un mot, lui ai tendu le dossier. Il l'a attrapé, l'air paumé, a commencé à feuilleter. Son visage a blanchi, comme vidé de tout. Il fixait sa propre signature sur les papiers. Bethany s'est penchée pour lire le mot, et j'ai vu son visage se transformer. Elle s'est mise à lire de plus en plus vite, à tourner les pages nerveusement, à revenir sur certains passages. Keith a fini par lever les yeux vers moi, m'expliquant d'une voix basse qu'il était jeune et effrayé à l'époque, qu'il avait commis des erreurs, mais que, selon lui, tout le monde méritait une seconde chance. Finalement, Oliver va bien, donc ça s'est arrangé, a-t-il ajouté un peu trop vite. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert à la page du mot, et j'ai pointé la phrase où il écrivait qu'Oliver n'aurait jamais une vie normale, qu'il voulait tout recommencer, mais cette fois avec de vrais enfants. Il évoquait même l'idée que je parte à la recherche du vrai père d'Oliver, alors même que le test de paternité prouvait qu'il était bien le sien. Keith a voulu refermer le dossier, mais Bethany l'a rattrapé de justesse. Elle continuait à lire, la bouche entr'ouverte, incapable de détourner les yeux de Keith, comme si elle ne l'avait jamais vraiment connu avant cet instant. Puis elle s'est tournée vers moi. « C'est vrai, tout ça ? Tu veux dire que Keith a vraiment écrit ces mots ? Qu'il a abandonné un enfant de 2 ans à cause de l'autisme ?» J'ai hoché la tête. Je lui ai expliqué que tout ce dossier était exact, que tout avait été prouvé, que Keith n'était pas seulement parti, il nous avait effacés de sa vie. Il avait raconté à tout le monde qu'Oliver était lourdement handicapé, qu'il ne serait jamais normal, que j'avais sûrement bu pendant la grossesse. Ensuite, il a fondé une nouvelle famille, comme si son premier fils n'avait jamais existé. Bethany, les mains tremblantes sur le dossier, a fixé Keith. Il s'est mis à parler vite, à dire que j'exagérais tout, que ce n'était pas si grave, qu'il avait été dépassé, que sa famille avait ses exigences, qu'il avait paniqué. Bethany l'a coupé net. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu n'avais pas d'autre enfant ? Pourquoi tu réapparais après 9 ans ?» Keith a répondu que c'était parce qu'Oliver allait bien aujourd'hui, qu'il pouvait enfin être fier de lui, qu'Oliver s'était avéré être un enfant doué, exceptionnel, et que c'était sa génétique à lui qui s'exprimait finalement. J'ai senti un froid intense s'installer dans ma poitrine. Je lui ai dit que, pour moi, il avait perdu le droit de se faire appeler père d'Oliver il y a déjà 7 ans, que ce n'est ni la réussite ni l'attention des médias qui changeraient ce qu'il avait fait. Je lui ai dit de sortir de chez moi et de rester loin de mon fils. Le visage de Keith s'est durci. Il a répliqué qu'il avait ses droits en tant que parent biologique, que la justice donne maintenant la préférence au père, qu'il pouvait s'offrir des avocats et que lui se battrait pour voir Oliver ou même en demander la garde si besoin. Les jumeaux se sont mis à pleurer. Jusque-là, ils étaient restés silencieux, mais désormais, ils sanglotaient, effrayés d'entendre leur père crier, de le voir en colère pour la première fois. Bethany s'est penchée vers eux pour les consoler, sans succès. Moi, je suis restée calme. J'ai juste dit à Keith de laisser ses avocats me contacter. Puis j'ai reculé, refermé la porte sur ses dernières paroles, et j'ai tourné la clé. Je suis allée à la fenêtre du salon. Par le rideau, j'ai vu Bethany qui installait les jumeaux en pleurs dans la voiture, Keith planté sur mon perron, les papiers en main. Il a tenté de sonner encore 2 fois, mais je n'ai pas bougé. Finalement, il a rejoint la voiture où Bethany était déjà au volant. Ils sont restés garés là quelques minutes, à se disputer visiblement. Puis Bethany est partie avec les jumeaux. Keith, toujours coincé dehors avec le dossier. La porte de la chambre d'Oliver s'est ouverte. Il est sorti avec son cahier de maths, l'air intrigué. Pourquoi les gens criaient ? Pourquoi quelqu'un sonnait-il autant de fois ? J'ai regardé mon fils de 9 ans, qui ignorait tout de l'existence de son père biologique, que j'avais élevé seul, brillant, gentil, parfait comme il est. Je me suis assise sur le canapé, j'ai tapoté la place à côté de moi, et je lui ai dit qu'il fallait discuter de quelque chose d'important. Oliver s'est assis près de moi, serrant son cahier. Il m'a regardé avec ses yeux noisettes à cause desquels tout avait commencé. J'ai pris une longue inspiration. Je lui ai expliqué que l'homme à la porte était celui qui avait participé à sa venue au monde, mais qu'il était parti quand Oliver était tout petit, qu'il avait choisi de ne pas être parent. Oliver a encaissé ça sans broncher, comme il fait toujours. Il a demandé si ça faisait de cet homme son père biologique. J'ai répondu oui. Il a voulu savoir pourquoi cet homme était parti. Je lui ai expliqué qu'Oliver était différent, d'une façon que cet homme n'avait jamais su comprendre. Oliver a réfléchi un moment, puis il a demandé si c'était à cause de l'autisme. J'ai senti mon cœur se briser quand j'ai dû répondre oui. Exactement pour ça. Il est resté silencieux, absorbé par ses pensées. Et puis, tout simplement, il a dit que c'était sûrement le problème de cet homme, pas le sien. Que si on n'accepte pas les différences des autres, c'est que, franchement,
On ne doit pas être très intelligent. J'ai eu envie de rire et de pleurer en même temps. J'ai juste serré Oliver dans mes bras. Il a accepté l'étreinte 10 secondes avant de retourner à ses maths. Je peux finir mes devoirs maintenant? J'ai répondu oui. Il est reparti dans sa chambre comme si de rien n'était, comme si le monde n'avait pas vacillé. Mais peut-être que pour Oliver, rien n'avait changé. Il n'avait jamais connu Keith, ne l'avait jamais regretté, n'avait jamais eu besoin de lui. Nous avions tenu bon 7 ans. On tiendrait bien 7 de plus. Ou 70. Quoi qu'il arrive, on continuera comme toujours, tous les deux, ensemble. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je repensais à la voix de Keith qui affirmait qu'il pouvait se payer des avocats, et à son regard quand il a menacé de se battre pour la garde. À 2h du matin, j'étais assise devant mon ordinateur, en train de chercher comment fonctionne la déchéance de l'autorité parentale. Et si ça pouvait changer un jour? Chaque site donnait une version différente. Certains disaient que c'était irrévocable, d'autres qu'un juge pouvait revenir sur la décision si les circonstances évoluaient. J'ai lu des témoignages où des pères réapparaissaient après des années et obtenaient un droit de visite, parfois même la garde, sous prétexte qu'un enfant avait besoin de ses 2 parents. Ça me serrait la gorge de lire tout ça. J'ai enchaîné les pages de textes juridiques et de forums de parents. À 4h, j'avais une vingtaine d'onglets ouverts, sans aucune certitude, seulement encore plus de peur. Oliver doit être à l'école dans 6h. Je devrais dormir, mais impossible de décrocher. En fouillant sur Internet, je tombe sur un site qui évoque des groupes de soutien pour parents solo. Je le mets en favori. Un autre site liste des avocats spécialisés dans le droit de la famille qui acceptent les paiements échelonnés. Je note 3 noms. Le soleil s'est déjà levé, je suis toujours plantée devant mon ordinateur, mon café froid à côté de la liste des avocats à contacter. J'entends le réveil d'Oliver sonner. Je me lève, je lui prépare le petit déjeuner comme si de rien n'était. Il grignote ses céréales tout en me parlant d'un problème de maths qui le tracasse. Je souris, je hoche la tête, mais j'ai l'esprit ailleurs, perdu dans mes propres pensées. Une fois Oliver déposé à l'école, je reste un moment dans la voiture pour appeler le premier avocat de ma liste. Il demande 5 000 € d'honoraires tout de suite. Je n'ai pas cette somme. Le deuxième refuse tout paiement en plusieurs fois. Le troisième, c'est Lars. Sa secrétaire veut en savoir plus sur l'affaire. Je résume. Résiliation des droits parentaux. Elle me met en attente. Lars prend la communication. Sa voix est posée, rassurante. Je lui explique la situation aussi clairement que possible, sans m'attarder. Il me demande si j'ai des preuves. Je réponds oui, j'en ai beaucoup. Il me fixe un rendez-vous à 14h et me demande d'apporter tous les documents. Je passe la matinée à trier chaque papier du dossier. La résiliation, le test de paternité, les factures médicales sur lesquelles le nom de Keith est rayé et refus de payer, noté en rouge. Il y a aussi le mot qu'il m'a laissé, des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux où il fanfaronne sur ses jumeaux parfaits, d'autres encore de ses passages aux compétitions d'Oliver où il joue le père modèle. Je range tout dans un dossier, dans l'ordre, pour retracer l'abandon pas à pas. Le cabinet de Lars est installé dans un immeuble du centre-ville. Franchement, la moquette aurait bien besoin d'être changée. Dans la salle d'attente, des vieux magazines traînent, la machine à café a dû oublier ce qu'est un vrai nettoyage. Mais quand Lars vient me chercher, sa poignée de main est directe et son regard attentif. Il me conduit à son bureau, m'offre une chaise. Je m'assois, lui tends le dossier. Il l'ouvre, commence à lire. Silence. Il épluche chaque page sans un mot. Son expression ne bouge pas, mais quand il tombe sur le fameux mot au sujet des lignées contaminées, sa mâchoire se serre. Il referme le dossier et me regarde. Il m'annonce que la résiliation de Keith est irrévocable. Le terme juridique, c'est renonciation volontaire aux droits parentaux. Keith a tout signé en connaissance de cause. Pour revenir en arrière, il faudrait qu'il prouve avoir été forcé ou qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment de signer. Lars tapote le dossier. Tous ces documents montrent que ce n'est pas le cas. Il a agi de façon délibérée et franchement cruelle. Mais finalement, tout cela joue en ma faveur. Je ressens comme un soulagement, un début d'apaisement. Lars poursuit. Il précise que Keith pourrait quand même tenter une requête pour récupérer ses droits. N'importe quel parent peut tenter n'importe quoi. Mais avec tout ce que j'ai et après 7 ans sans nouvelles, aucun juge ne l'acceptera. Les tribunaux sont là pour garantir de la stabilité aux enfants, pas pour récompenser les parents qui les abandonnent, puis décident de revenir quand ça les arrange. Malgré tout, il faudra rester sur mes gardes. Keith peut tenter sa chance. La procédure sera fatigante, même si on gagne. Je demande pour combien j'en aurai. Lars annonce un montant qui me laisse sans voix, mais il précise qu'il accepte des facilités de paiement pour ce genre de cas. 200 € par mois. J'ai tout juste de quoi faire face, mais je n'ai pas le choix. Sans avocat, je n'y arriverai pas. Je lui donne mon accord, il sort les papiers, je signe. Il me garantit qu'il entamera aussitôt les démarches pour barrer toute tentative de Keith. Ça fera foi, je protège les intérêts d'Oliver. On prend une longueur d'avance. Je quitte le cabinet avec la sensation de mieux respirer. Pas totalement, mais un peu plus quand même. Les jours suivants défilent. Oliver va à l'école, je pars bosser, on dîne ensemble,
On fait les devoirs et tout paraît presque normal, jusqu'à l'appel de Lars. L'avocat de Keith a envoyé une lettre. Lars m'en expédie aussitôt une copie, que je lis depuis mon téléphone. La lettre prétend que Keith souffrait à l'époque d'une dépression non traitée au moment de la renonciation, qu'il n'était pas dans son état normal, qu'il suit une thérapie depuis des années, qu'il va bien, qu'il veut être père, qu'il souhaite enfin nouer une relation avec son fils pour le bien d'Oliver. Tout ça n'est qu'un tissu de mensonges, mais sur le papier, ça paraît solide. Je rappelle Lars. Il me dit que c'est une stratégie courante, mais juridiquement, ça ne tient pas. Keith a toujours été parfaitement conscient. Il s'est remarié, a eu d'autres enfants, a refait sa vie. Ce n'est pas le profil de quelqu'un qui aurait perdu ses facultés mentales. Non, je lui demande pour la dépression. Lars explique que même si c'était vrai, cela ne suffit pas pour faire invalider la signature d'un acte officiel. Et Keith ne s'est jamais manifesté depuis, jusqu'aux réussites d'Oliver. Le timing en dit long. Après, il évoque la deuxième partie de la lettre. On me menace de poursuite pour diffamation si je parle du passé de Keith à qui que ce soit. Son avocat affirme que ça pourrait porter atteinte à sa réputation et à sa carrière. Lars se marre. La vérité, c'est la meilleure défense. Si je raconte les faits avec preuve à l'appui, il n'y a pas de dossier. On a tout ce qu'il faut. Mais cette menace-là, elle en dit long. Keith tient à son image. C'est un levier à utiliser. Je raccroche et je reste un moment à fixer mon téléphone. Le but de Keith n'est pas seulement de revoir Oliver. Il veut contrôler l'histoire, empêcher qu'on apprenne ce qu'il a fait réellement. Je pense à la nouvelle école d'Oliver, au protocole de sécurité, à la fiche d'inscription où la case père est restée vide. Rien n'empêcherait Keith de débarquer à l'école, de s'adresser au personnel, de réclamer des droits. Je dois avertir l'établissement. J'appelle l'académie et demande Rita, la directrice, que j'ai rencontrée lors de l'admission d'Oliver. Dès qu'elle répond, je lui expose la situation. Franchement, et sans détour. Mon ex-mari a renoncé à ses droits parentaux il y a 7 ans. Et aujourd'hui, il revient à la charge. Il menace de prendre un avocat et veut la garde. J'ai peur qu'il se présente chez vous sous prétexte d'être le père d'Oliver. Aussitôt, le ton de Rita devient sérieux et professionnel. Elle prend des notes, me pose plusieurs questions. Nos protocoles de sécurité sont très stricts. Personne ne peut approcher les élèves sans une autorisation officielle. Elle compte ajouter une note dans le dossier d'Oliver, précisant la situation. Si quelqu'un se présente en affirmant être son père, la sécurité vous appellera immédiatement. Je la remercie et je m'apprête à raccrocher, mais soudain, elle prononce une phrase qui me glace le sang. Elle m'informe que quelqu'un a contacté l'académie il y a 2 jours. Un homme voulait se renseigner sur l'implication possible des parents. Il proposait d'intervenir devant les élèves pour parler des enfants précoces. Il a expliqué que son fils allait bientôt intégrer l'école. Elle a trouvé cela étrange, car les documents d'Oliver mentionnent l'absence du père. Sur le moment, elle n'a pas fait le lien, mais avec le recul, elle se demande si ce n'était pas lui. Je lui demande quel nom il a donné. Elle vérifie dans ses notes « Keith Morgan ». Mes mains se mettent à trembler. Il les a déjà contactés 2 jours plus tôt, avant la lettre de l'avocat, avant que tout devienne officiel. Il avait déjà commencé à agir, à s'infiltrer dans la nouvelle vie d'Oliver. Je remercie une fois encore Rita et je raccroche. Je reste assise dans ma voiture, garée devant l'hôpital où je travaille. D'un coup, tout s'éclaire. Keith ne cherche pas à renouer avec son fils. C'est le succès d'Oliver qui l'attire. L'article dans la presse l'a remis sur le devant de la scène. L'interview télévisée l'a rendu visible. Keith veut profiter de la lumière, se présenter comme le père du prodige et récolter tous les éloges. Il veut raconter à qui veut l'entendre à quel point ses gènes exceptionnels et sa remarquable paternité expliquent tout. Il a déjà commencé à réinventer l'histoire sur les réseaux sociaux. Son plan, le faire partout, à l'académie, lors des concours à venir, dans les articles, les interviews. Il a décidé d'incarner ce père qui aurait toujours cru au génie de son fils. Et il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens, avocats, pression, menaces, pour imposer sa version des faits. Mon téléphone sonne avant même que je n'ai eu le temps de démarrer. Numéro inconnu. J'hésite, mais je décroche quand même. Une voix de femme. Elle me demande si elle parle bien à la mère d'Oliver. Je confirme et je lui demande qui elle est. Heidi Morgan. Morgan, la sœur de Keith. Je n'avais plus de nouvelles d'elle depuis 5 ans. Je serre le volant. Elle m'explique qu'elle a vu passer les publications de Keith sur les réseaux, où il se vante d'avoir un fils prodige, et qu'elle a tout de suite compris qu'il s'agissait d'Oliver. Sa voix tremble quand elle me confie à quel point elle est révoltée par ses mensonges. Elle a vu l'article, l'interview télé, et Keith qui commente partout, comme s'il avait toujours été là. Elle veut que je sache qu'elle n'a pas oublié la vérité. Elle se rappelle très bien ce qu'il disait d'Oliver, qu'il le trouvait bizarre, qu'il est parti sans jamais se retourner. Je l'écoute, méfiante, sans trop savoir si je peux lui faire confiance. Mais elle continue, reste en ligne. Keith poste depuis des semaines déjà. Il raconte à tout le monde qu'Oliver vit avec toi, mais qu'ils élèvent leur fils ensemble, qu'il a toujours été présent, qu'il lui a transmis toutes ses qualités. Sa colère monte, palpable cette fois.
Je veux t'aider à rétablir la vérité. Je lui réponds que je ne sais pas si je peux accorder ma confiance à quelqu'un de la famille Morgan. Silence. Puis elle admet que c'est normal, mais qu'elle va quand même m'envoyer toutes les captures d'écran. Elle raccroche sans me laisser le temps de répondre. 2 minutes plus tard, mon téléphone vibre. Une avalanche de messages. Des captures d'écran à la chaîne. Publications Facebook de Keith, stories Instagram, fils Twitter. Je fais défiler les images. L'estomac noué. Il poste de vieilles photos d'Oliver bébé. Des photos qu'il a sans doute gardées toutes ces années, dont j'avais moi-même oublié l'existence. Oliver a 6 mois avec ses petites voitures. Oliver a 18 mois, tendant la main vers un livre. Les légendes que Keith ajoute me donnent la nausée. Mon petit garçon brillant qui révélait déjà ses dons précoces, tellement fier de ce qu'il a accompli grâce à mon soutien. Voir grandir mon fils et devenir un génie a été ma plus grande joie. Chaque publication est mensonge. Chaque légende réécrit l'histoire, le mettant lui en scène en père attentif, clairvoyant, celui qui a toujours encouragé son fils. D'autres commentent, des amis de Keith que je ne connais pas, tous le félicitent, vantent la chance qu'a Oliver d'avoir un père aussi investi, évoquant l'interview à la télévision, disent à quel point c'était touchant. Keith doit être tellement fier. Je sauvegarde toutes les preuves envoyées par Heidi. J'archive chaque image dans mon téléphone. Puis j'appelle Lars, même s'il est presque 18h. Il répond à la 3e sonnerie. Je lui raconte l'appel de Heidi, lui transfère les captures d'écran en direct. Il prend le temps de tout lire, il reste silencieux. Enfin, il me conseille de tout documenter. Chaque message public, chaque mensonge, chaque photo, chaque commentaire. Cela montre la motivation réelle de Keith pour tenter aujourd'hui de renouer le contact. Ce n'est pas l'intérêt d'Oliver qui l'importe, c'est son amour-propre, son image. Lars affirme que tout cela servira en justice si Keith devait faire des démarches. Cela révèle son schéma de mensonge, sa soif de reconnaissance, son besoin de façonner un récit avant toute procédure. Je le remercie et je raccroche. Je rentre chez moi comme en pilotage automatique. Les fausses légendes tournent en boucle dans ma tête. Mon soutien, mon encouragement, mon fils, comme s'il avait été présent, comme s'il ne nous avait pas abandonnés quand Oliver avait le plus besoin de lui. En arrivant sur le parking de mon immeuble, j'aperçois une voiture qui ne m'est pas familière. Une femme en descend alors que je me gare. Elle paraît plus âgée, la soixantaine peut-être, élégante mais les yeux rougis. Elle avance dans ma direction et je comprends qui elle est, sans qu'elle ait à se présenter. Anna Morgan, la mère de Keith, la grand-mère biologique d'Oliver. Je ne l'avais pas revue depuis qu'Oliver était bébé. Je sors lentement de la voiture, les clés serrées entre les doigts. Elle s'arrête à quelques mètres, fond en larmes avant de réussir à parler. Elle m'explique qu'elle n'a jamais su la vraie raison du départ de Keith. Je demeure sans voix. Malgré ses sanglots, elle poursuit. Keith a toujours dit à la famille que tu étais instable, que tu faisais barrage entre lui et Oliver, qu'il voulait garder le contact mais que tu l'en empêchais. Elle l'a cru pendant toutes ces années. Elle a fait confiance à son fils, parce qu'au fond, pourquoi en aurait-il été autrement? Mais aujourd'hui, après avoir vu l'article, après avoir lu les publications de Keith, elle a commencé à douter. Finalement, le frère de Keith a tout dit à Hannah. Il lui a expliqué le diagnostic, le moment où Keith avait qualifié Oliver de contaminé, la perte de ses droits parentaux. Elle en reste bouleversée. « Je ne savais pas », répète-t-elle, incapable de s'arrêter. Elle me demande si elle pourrait nouer une relation avec Oliver, tout en sachant pertinemment qu'elle n'a plus aucune légitimité après 7 ans d'absence. Mais elle espère, malgré tout, que j'accepterai d'y réfléchir. Elle voudrait rencontrer son petit-fils, avoir une place dans sa vie, si je l'y autorise. Devant moi, cette femme qui a cru au mensonge de son propre fils, je ne sais même plus ce que je ressens. Une part de moi lui en veut beaucoup de n'avoir rien remis en question, de n'avoir jamais cherché à comprendre ce qui s'était vraiment passé. Mais elle est là, devant ma porte en larmes, reconnaissant qu'elle s'est trompée. Je lui dis que j'ai besoin de temps, que je dois d'abord en discuter avec Oliver. Elle acquiesce, s'essuie les yeux, puis sort un papier sur lequel elle a inscrit son numéro et son adresse mail, qu'elle me tend d'une main tremblante. Elle me remercie simplement d'y penser. Puis elle repart vers sa voiture, l'air soudain beaucoup plus fragile, presque vieillie par le chagrin. Je la regarde s'éloigner, encore debout sur le parking, la carte toujours à la main. Je rentre et je trouve Oliver à la table de la cuisine, penché sur ses devoirs de maths. Il relève la tête en m'entendant. C'était qui? La dame qui pleurait? Je m'assieds en face de lui. C'est ta grand-mère biologique. Elle vient d'apprendre ton existence. Oliver réfléchit puis demande « Est-ce qu'elle est forte en maths ?» Malgré la situation, je me surprends à rire, en dépit des mensonges de Keith, des larmes d'Anna, de tout ce désordre. Je n'en sais rien, mais on pourra toujours le découvrir. Oliver approuve et retourne à ses exercices, comme si la rencontre de sa grand-mère n'était qu'une donnée parmi d'autres à intégrer. 3 jours plus tard, Lars m'appelle avec la nouvelle que je redoutais, sans vraiment être surprise. Keith a lancé une procédure pour récupérer ses droits parentaux. Dans son dossier, il affirme être désormais stable sur tous les plans, marié, installé dans une maison, capable d'offrir à Oliver ce que, selon lui, je ne pourrais jamais.
soutien scolaire, meilleurs contacts, ressources à disposition. Tout son grand discours d'autrefois, reformulé dans le jargon administratif. Lars m'assure qu'il s'attendait à ce que Keith tente sa chance. À présent, il va falloir se préparer à se défendre devant le juge. L'audience est prévue dans 6 semaines, et le lendemain matin, Lars m'appelle avec la liste de tout ce qu'il me faut. Des personnes prêtes à témoigner à propos de mon engagement auprès d'Oliver, tous les comptes rendus de thérapie, les bulletins scolaires montrant mon implication, les factures médicales que j'ai prises en charge seule, la preuve de tous les rendez-vous médicaux où c'était moi qui l'accompagnais pendant que Keith soignait son image d'ailleurs. J'y passe mon week-end. Je trie 7 ans de documents dans des pochettes, des classeurs, des bilans d'orthophonie quand Oliver avait 3 ans, des rapports de psychomotricité, des réunions scolaires où j'étais seule, alors que tous les autres enfants avaient leurs 2 parents, les bulletins et les rendez-vous avec les enseignants, les programmes de piano, les rubans de la fête de la science, tout ce qui prouve ma présence à chaque étape, pendant que Keith faisait comme si Oliver n'existait pas. Le lundi, Lars examine le dossier dans son bureau et me rassure. C'est exactement ce qu'il lui faut, les preuves sont irréfutables. Je voudrais m'accrocher à ce qu'il dit, mais l'idée de me retrouver devant le juge, sous le feu des questions des avocats de Keith, m'angoisse terriblement. Ils chercheront à transformer ma volonté de protéger mon fils en règlement de compte, comme si je me servais d'Oliver pour me venger du divorce, comme si Keith était sincère et moi la méchante. Lars voit bien que je tremble en rangeant mes dossiers et il m'arrête net. Fais-moi confiance. Les faits et les preuves font bien plus que les manipulations émotionnelles de Keith. Le juge verra bien les documents, la renonciation volontaire de Keith à ses droits, les années de silence, les mensonges à sa famille et le fait que son brusque retour correspond à la notoriété grandissante d'Oliver. La vérité est de notre côté. C'est ça qui compte. J'acquiesce, mais la peur ne me quitte pas. En soirée, Rita me téléphone et me demande si j'ai un moment. Je suis au courant par l'académie qu'une procédure est en cours et je veux t'aider. Je peux témoigner des besoins d'Oliver et de l'importance d'un environnement stable, surtout à ce stade de son parcours scolaire. Elle est déjà intervenue sur des situations semblables et sait à quel point les enfants à haut potentiel peuvent être fragilisés par les conflits parentaux. Oliver a besoin de repères et de sérénité, pas de l'instabilité générée par un inconnu qui s'impose soudain dans sa vie. Je la remercie, j'en parle à Lars le lendemain, et il l'ajoute immédiatement à la liste des témoins. Son avis pèsera devant le juge. 2 jours plus tard, j'emmène Oliver à la bibliothèque pour sa séance de maths hebdomadaire. Nous montons les marches et je repère la voiture de Keith, garée sur le parking. Il est là, derrière son volant, à guetter l'entrée sans descendre ni approcher, scrupuleusement présent pour se faire remarquer. Oliver aussi le voit et me demande pourquoi cet homme est encore là. J'accompagne Oliver à l'intérieur et j'envoie un message à Lars depuis la section jeunesse pendant qu'Oliver travaille avec son prof. Samedi, comme chaque semaine, nous allons au parc. Keith s'installe sur un banc près de l'aire de jeu. Même manège, même silence, il nous épie, fait sentir sa présence. Je prends discrètement une photo avec la date et l'heure bien en évidence. Je recommence à la bibliothèque le mardi suivant. Je note tout, date, heure, lieu, tout ce qui pourrait servir. Lars dépose une demande d'ordonnance d'éloignement pour harcèlement et intimidation, en expliquant que ce comportement vise à m'intimider et montre bien que Keith ne recherche pas le bien-être d'Oliver. L'audience pour cet éloignement est fixée 2 semaines avant celle concernant la garde. Un jeudi après-midi, mon téléphone sonne. C'est Bethany. J'hésite à répondre, songe à laisser filer sur la messagerie, puis je finis par décrocher. Dès la première seconde, elle pleure, sans même réussir à dire bonjour. Elle m'explique qu'elle a quitté Keith, qu'elle est chez sa sœur, qu'elle ne supporte plus de vivre avec un homme qui a abandonné son enfant handicapé et menti pendant des années. Elle a vu les documents que j'avais remis à Keith. Elle a tout lu, en cachette, après qu'il a tenté de le lui dissimuler. Elle ignorait l'existence de son autre fils. Avant leur mariage, il lui avait assuré qu'il n'avait jamais été père et que les jumeaux étaient ses tout premiers enfants. Tout ça, ce n'était que du vent. Elle lui a posé des questions, sans relâche, jusqu'à ce qu'il finisse par lâcher le morceau. Il a fini par admettre qu'il avait abandonné ses droits simplement parce qu'il ne voulait pas d'un enfant autiste. Puis il a confessé n'être revenu que parce qu'Oliver était devenu connu. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle a rassemblé ses affaires et est partie sur le champ. « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» me demande-t-elle. Elle s'engage à témoigner au sujet du comportement de Keith ces derniers temps, ainsi que des mensonges qu'il a pu lui raconter concernant Oliver. Elle reste furieuse qu'il ait pu lui faire croire qu'il n'avait pas d'autre enfant, et aujourd'hui, qu'il utilise les jumeaux pour soigner sa propre image. Il les affiche chez toi comme si ça prouvait qu'il est un père modèle. Je veux que le juge sache réellement à qui il a affaire. Lars l'ajoute tout de suite à la liste des témoins, convaincu que son intervention sera déterminante. Le départ de sa femme et sa volonté de témoigner font complètement voler en éclats l'image de père irréprochable que Keith voulait donner de lui. L'audience pour la demande d'éloignement a lieu un mercredi matin. Je pose ma journée et rejoins Lars au tribunal. Keith se pointe avec son avocat, joue au martyr comme si l'accusation de harcèlement était injuste, sous prétexte qu'il voulait juste voir son fils.
Son avocat tente de minimiser, racontant que Keith cherchait simplement à se rapprocher et que c'est moi qui fais preuve de mauvaise volonté. Fréquenter des lieux publics, ce n'est pas du harcèlement. Tout père aimerait croiser l'enfant qu'on lui a caché. Lars sort alors toutes mes preuves, photos datées, montrant que Keith rôdait à la bibliothèque aux heures de cours d'Oliver, au parc pendant nos balades, toujours là, à observer, sans jamais aller vers lui. C'est limpide. Il cherche à nous intimider. La juge examine le dossier puis demande à l'avocat de Keith pourquoi son client n'a pas plutôt demandé un droit de visite encadré, s'il était sincère dans sa démarche. L'avocat balbutie une excuse, prétendant que Keith voulait juste voir Oliver dans son quotidien. La juge n'est pas dupe. Elle prononce immédiatement une ordonnance d'éloignement provisoire. Keith doit rester à plus de 100 mètres de moi, d'Oliver, de la maison et de l'école. La moindre infraction et c'est l'arrestation immédiate. Keith a l'air abasourdi de devoir enfin rendre des comptes. Son avocat tente de protester, mais la juge le coupe tout net. Cette ordonnance restera en vigueur jusqu'à la prochaine audience sur les droits parentaux, où tout sera mis à plat. Je franchis la porte du tribunal avec un soulagement immense. J'ai l'impression de respirer normalement pour la première fois depuis des semaines. 2 jours plus tard, je reçois un appel. C'est la journaliste qui avait signé le tout premier article sur Oliver. Elle voudrait savoir si j'ai 5 minutes à lui consacrer, à propos de rumeurs disant que le père d'Oliver cherche à revenir dans le paysage. Elle affirme avoir entendu parler de ça en ville et souhaitait vérifier les faits. Je lui réponds que, vu la procédure en cours, je ne préfère pas faire de commentaires. Elle comprend, mais me laisse la porte ouverte si jamais je change d'avis. J'en discute avec Lars, qui réfléchit pendant un moment. Puis il me dit que tant qu'à faire, il vaudrait mieux que ce soit notre version qui soit connue, parce que Keith ne se prive pas de raconter la sienne à tout va. Ce serait peut-être le bon moment de rétablir la vérité. J'y pense pendant 2 jours, tout en regardant Oliver faire ses devoirs à la table de la cuisine, ranger chaque crayon en ordre avant de commencer un exercice. Il est tellement absorbé qu'il ne voit même pas que je l'observe. Je repense sans cesse à Keith, à cette image flatteuse qu'il se compose, alors qu'Oliver et moi savons très bien ce qu'il en est vraiment. La carte de visite de la journaliste traîne toujours sur mon plan de travail. Le 3e jour, je finis par la rappeler et j'accepte de lui accorder un entretien. Elle débarque l'après-midi, carnet et enregistreur à la main. Je lui montre tout. Les papiers où Keith a officiellement renoncé à ses droits, les résultats des tests de paternité, la note où il écrit noir sur blanc « lignée contaminée », les factures médicales qu'il a toujours refusé de payer. Les preuves que c'est moi qui ai assumé seule chaque séance de thérapie d'Oliver. Elle photographie les documents, pose des questions sur les dates, la chronologie. Je lui raconte tout, sur un ton aussi factuel que possible, car si je laisse les émotions prendre le dessus, je sens que ça ne s'arrêtera plus. Elle me demande si elle peut reprendre mot pour mot la note de Keith. J'acquiesce. La vérité doit éclater telle qu'elle est. 3 jours plus tard, l'article fait la une du supplément local. Le titre est sans détour. Le père qui a abandonné son fils autiste revient avec la notoriété du prodige. On y voit une photo d'Oliver à l'annonce de l'académie, à côté d'extraits des papiers signés de la main de Kate. La journaliste publie le passage où Keith explique vouloir des enfants normaux, refusant toute lignée contaminée. Elle cite également la lettre de l'avocat qui tente de justifier la situation par une soi-disant dépression et place en parallèle tout ce qui prouve qu'à la même période, Keith se vantait de ses jumeaux sur les réseaux sociaux. L'article fait aussi entendre la voix des enseignants, qui parlent du génie d'Oliver, et revient sur mes années de parentalité en solo, entre les suivis thérapeutiques et l'école adaptée. Dès midi, mon téléphone n'arrête plus. Des anciens contacts expliquent qu'ils n'étaient au courant de rien. Je reçois des mails de parents d'enfants autistes qui me remercient d'avoir pris la parole. Le site du journal sature, c'est la ruée, et ils sont obligés de relancer les serveurs. L'article circule aussitôt sur les réseaux sociaux et fait boule de neige. Les commentaires affluent. Keith se fait traiter de tous les noms imaginables. Des internautes dénichent ses profils et inondent chacune de ses publications sur les jumeaux de messages ironiques. Comment peut-il se vanter d'être un bon père pour eux alors qu'il a laissé tomber son premier fils ? Il pointe ses mensonges sur sa supposée implication dans la vie d'Oliver. Certains publient même d'anciennes captures d'écran où il parle de ses garçons, parfaits et normaux, et lui demandent ce qu'il entend par là. Toute la communauté de l'autisme se mobilise. Des parents partagent leur histoire de conjoints qui ont pris la fuite après l'annonce du diagnostic. Des militants dénoncent le danger de voir l'autisme comme une contamination. Enseignants et thérapeutes réagissent aussi sur les dégâts causés par le comportement de Keith. Le lendemain matin, l'affaire retentit dans la presse régionale, puis c'est un important site parental national qui publie un dossier sur les pères qui abandonnent leurs enfants handicapés. Le nom de Keith est désormais sur toutes les lèvres. Les réseaux sociaux de son entreprise sont vite envahis par des centaines de commentaires furieux. Comment peut-on embaucher quelqu'un qui aurait abandonné son propre fils autiste ? L'entreprise publie alors un communiqué en soulignant l'importance qu'elle accorde à la famille et annonce l'ouverture d'une enquête interne. Keith est suspendu provisoirement, le temps d'y voir plus clair. Son profil LinkedIn est submergé de messages,
Sa réputation professionnelle pulvérisée en moins de 2 jours. La demande de divorce de Bethany ne tarde pas à être rendue publique, et un blog spécialisé la relaie après avoir remarqué qu'elle y évoque la dissimulation d'un autre enfant, ainsi que de graves soucis de caractère. Dans sa requête, elle explique qu'il lui est impossible de rester mariée à un homme qui a abandonné un enfant handicapé et lui a menti pendant des années à ce sujet. Peu à peu, les gens réalisent que toute la façade de père irréprochable de Keith reposait en fait sur le reniement de son premier fils. Anna m'appelle un jeudi après-midi, la voix tremblante, me confiant qu'elle a honte de ce qu'a fait son fils. Elle a relu l'article à 3 reprises, fondant en larmes à chaque fois. Elle me dit vouloir soutenir Oliver et moi autant que possible. Je lui demande alors si elle accepterait de témoigner lors de l'audience sur les droits parentaux, en expliquant ce qu'elle sait du passé de Keith et de ses mensonges. Tout de suite, elle répond oui. Je raconterai tout au juge. Comment Keith présentait Oliver comme un enfant gravement handicapé, comment il répétait qu'il valait mieux l'oublier, comment il postait sur ses vrais fils, ceux qui étaient normaux, et comment il a tenu tout le monde à l'écart avec ses histoires. Je la remercie et nous convenons de nous retrouver la semaine suivante, pour qu'Oliver puisse enfin passer un vrai moment avec sa grand-mère. Lars, de son côté, me recommande un psychologue vraiment compétent avec les enfants à haut potentiel qui ont connu des situations familiales difficiles. Justin Byers travaille en centre-ville, dans un immeuble où un petit café se trouve au rez-de-chaussée. J'emmène donc Oliver un samedi matin. Nous patientons dans une salle aménagée pour les enfants, avec des puzzles et des livres. Justin vient nous saluer. Il a l'air plus jeune que je ne l'imaginais et arbore un sourire rassurant. Il invite ensuite Oliver à le suivre dans son bureau, pendant que j'attends dehors. Ils restent ensemble une bonne heure. Quand ils ressortent, Oliver a l'air apaisé et me raconte que Justin collectionne les Rubik's Cube et qu'ils ont discuté de logique et de reconnaissance de motifs. Justin me demande alors quelques minutes à part. Il m'explique qu'Oliver s'en sort remarquablement bien, qu'il parvient à dissocier le comportement de Keith de sa propre valeur, utilisant son raisonnement comme bouclier. Oliver comprend bien que le rejet de Keith ne le définit pas, lui, mais en dit long sur son père. Justin trouve cependant prudent d'assurer un suivi régulier, parce qu'avec le temps et l'âge, Oliver approfondira sa compréhension et ses émotions pourront évoluer. On organise donc des séances hebdomadaires, et je me sens réellement soulagée de savoir qu'Oliver aura ce soutien pour traverser tout ça. La semaine précédant l'audience, Lars m'appelle au bureau. L'avocat de Keith l'a contacté pour retirer la demande. Keith veut éviter un passage devant le juge où Anna et Bethany seraient entendues et où encore plus de détails ressortiraient. Sa réputation est déjà en miettes, l'audience l'achèverait. Lars estime qu'on peut accepter, mais seulement à des conditions très strictes. Keith devra signer un acte de renonciation sans ambiguïté, l'empêchant à jamais de revenir sur sa décision. Il doit admettre par écrit que c'est bien volontaire, sans contrainte ou dépression. Il s'engagera à rester à distance d'Oliver, quoi qu'il arrive. Lars me fait suivre le projet d'accord. Tout y est verrouillé, sans aucun recours possible, même si Oliver venait à briller plus tard. J'approuve, et Lars envoie le document à l'avocat de Keith. 2 jours plus tard, la réponse tombe. Keith a signé chaque page, sans même discuter. L'audience est annulée, Lars dépose tout auprès du tribunal. Après des semaines de stress, la fin de cette histoire paraît presque anticlimatique. Le soir même, Lars m'appelle, soulagé, et me dit de prendre la mesure de tout ce qui a été accompli. La réputation de Keith est anéantie, sa famille sait la vérité, Bethany s'est séparée de lui, son entreprise l'a suspendu. Il a perdu son statut de père modèle et la moindre crédibilité, même sans procès. Je sais qu'il a raison, mais une part de moi aurait voulu voir Keith répondre de ses actes, écouter Anna et Bethany témoigner, entendre le juge lui dire en face ce que son comportement inspire. Mais Oliver est en sécurité, et Keith ne reviendra jamais. C'est bien l'essentiel. Ce soir-là, pendant que je fais la vaisselle, Oliver me rejoint dans la cuisine. « Est-ce que cet homme va nous laisser tranquilles maintenant ?» me demande-t-il. Je m'essuie les mains, me mets à sa hauteur. « Oui, je te le promets. Il a signé des papiers qui l'empêchent de jamais revenir dans ta vie. » Il hoche simplement la tête, puis repart dans sa chambre où son cahier de maths est resté ouvert. Il semble parfaitement serein après tout ce tumulte. Plus tard dans la semaine, j'en discute avec Justin lors d'une séance. D'après lui, Oliver analyse tout ça très logiquement, ce qui est sain, mais il faudra rester vigilant à l'avenir, car certaines blessures dorment et ne se révèlent que plus tard, à mesure qu'il réalisera la portée de ce rejet sur le plan affectif. Certaines choses prennent des années à se digérer. Anna m'appelle à nouveau un jeudi après-midi, 3 semaines après la signature. Sa voix est bien plus assurée cette fois-ci. Elle me demande si elle peut nouer une relation avec Oliver. Elle sait qu'elle n'a aucun droit et qu'elle comprendra une réponse négative, mais elle a montré sa sincérité, allant jusqu'à soutenir Oliver à l'encontre de son propre fils et à rétablir la vérité sur les mensonges de Keith, même si cela revenait à reconnaître s'être laissé tromper. Oliver mérite au moins de connaître sa grand-mère si je me sens prêt à lui en donner l'occasion. Je prends 2 jours pour réfléchir à tout ça. Anna aurait pu se taire,
protéger Keith. Au lieu de cela, elle a accepté de témoigner sur tout ce qu'il avait dit et fait, l'a désavoué publiquement. Il en fallait du courage pour en arriver là. Je la rappelle et j'accepte qu'on se voit, mais toujours sous surveillance et dans des lieux neutres. Elle pleure, me remercie. On convient de se retrouver le samedi suivant dans un café du centre-ville, celui avec la petite salle tranquille au fond. Le samedi matin, j'emmène Oliver. Anna est déjà là, installée dans un coin, un vieil album photo sur la table, tellement vieux qu'il l'est plus que moi. Elle s'assied à côté d'Oliver, ouvre l'album avec précaution et lui montre les photos. Keith bébé, son père, son grand-père, tous les cousins, tantes et oncles. Oliver se penche, observe chaque cliché du même œil attentif qu'il réserve aux problèmes de maths. Anna lui fait remarquer la couleur des yeux, certains traits du visage. Il a hérité des yeux noisettes de son arrière-grand-père, la forme du nez de sa grand-mère, l'épi dans les cheveux. C'est le père de Keith. Oliver est captivé par la façon dont les particularités se transmettent à travers les générations. Alors, il interroge Anna. Les gènes dominants, les gènes récessifs. Elle n'a pas toutes les réponses scientifiques, mais elle connaît chaque histoire de famille. On ressemblait à qui dans la famille? Quels traits ont sauté des générations? Oliver caresse doucement les anciennes photos, demande s'il pourra les revoir un jour. Les larmes montent dans les yeux d'Anna, mais son sourire ne vacille pas. À partir de là, elle fait partie de nos vies. 2 samedis après-midi par mois, toujours la même routine. Elle téléphone chaque mercredi pour prendre des nouvelles d'Oliver et de l'école. Elle respecte les règles, ne réclame jamais plus, ne cherche jamais d'excuses à Keith, ne tente jamais de justifier ce qui s'est passé. Tout ce qui compte, c'est la relation qu'elle construit avec Oliver. Il l'apprécie, il me dit qu'elle se souvient toujours des détails de ses projets, qu'elle pose les bonnes questions. Un mardi, fin octobre, je reçois un appel de Rita au travail. Le conseil d'administration de l'académie s'est réuni la veille. Ils ont évoqué la manière dont j'ai géré l'affaire Keith. Ils sont impressionnés par mon engagement auprès d'Oliver et par ma façon de naviguer au milieu de dynamiques familiales compliquées, tout en gardant son intérêt à lui au cœur de tout. Le conseil me propose un poste au sein de leur bureau de liaison avec les parents, accompagner les familles lors de leur arrivée, les aider à s'orienter, soutenir les parents qui traversent des moments difficiles. Le salaire est bien plus intéressant qu'à l'hôpital, les horaires sont en journée, ce qui veut dire que je pourrais être là avec Oliver chaque soir. Je dis à Rita que j'ai besoin de réfléchir, mais au fond de moi, je connais déjà la réponse. Je la rappelle dès le lendemain matin pour accepter le poste et je donne ma démission dans l'après-midi. Ma chef comprend. Elle me rappelle que cela fait 7 ans que je travaille de nuit, que ce n'est plus tenable, qu'il est temps de tourner la page. Ma dernière garde n'a pas la même saveur, maintenant que je sais que je ne devrais plus jamais laisser Oliver s'endormir pendant que je pars à l'hôpital, ni m'en sortir avec 3 heures de sommeil, prise entre sa routine du matin et mon service du soir. Je vais enfin pouvoir souffler, arrêter de vivre sur les nerfs. Le divorce de Bethany et Keith est prononcé en novembre. Elle obtient la garde principale des jumeaux, avec des règles strictes pour que Keith ne dise jamais de mal d'Oliver ou de moi devant eux. Quelques jours passent, puis je reçois une enveloppe de Bethany. Il y a un mot sur un papier crème, où elle s'excuse pour son rôle dans tout ça, d'avoir fait mine d'ignorer ce que Keith avait fait lorsqu'elle est venue chez moi, de ne pas avoir remis en cause plus tôt sa version des faits. Elle espère qu'Oliver va bien et promet que les jumeaux connaîtront la vérité sur leur demi-frère, une fois qu'ils seront assez grands pour comprendre. 6 mois après le revers de Keith devant les tribunaux, Oliver remporte un nouveau concours national de maths. Cette fois, c'est chez les moins de 12 ans, il est le Benjamin, 2 ans d'avance sur tous les autres. Le journal local mentionne l'événement, une journaliste spécialisée en éducation l'interroge sur ses méthodes, le prend en photo avec son trophée. Son portrait paraît en première page du cahier Métropole. Personne ne lui parle de son père. Personne n'évoque le scandale d'il y a quelques mois. Keith, quant à lui, garde le silence sur les réseaux. Pas un mot sur l'exploit d'Oliver, pas de revendication, aucune tentative de s'en attribuer le mérite. Il a disparu de nos vies, comme il aurait déjà dû le faire depuis longtemps. J'achète 3 exemplaires du journal. J'en encadre un que j'accroche dans le salon, à côté de la lettre d'admission d'Oliver à l'académie. Je prends un instant pour lever le regard, pour mesurer tout ce que nous avons bâti en 9 ans. Les murs de notre petit appartement racontent l'histoire de ses succès et de la vie qu'on a créée tous les deux, rien qu'à nous.